Maud Bréjon, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes porte-parole de La République En Marche. L'Autriche, on l'a appris jeudi, confine les personnes non vaccinées. Est-ce qu'il faut envisager la même mesure en France si l'épidémie s'enflamme ? Aujourd'hui, on voit que l'épidémie progresse, qu'elle gagne du terrain, les taux d'incidence augmentent. Et ça nous rappelle déjà une chose, et c'est le premier message que je voudrais faire passer, vaccinez-vous. Il y a encore trop de personnes en France qui ne sont pas vaccinées. C'est la première chose. Alors là, si elles veulent pas le faire, c'est que vraiment elles sont récalcitrantes, parce qu'on leur a dit des millions de fois. Et il faut continuer à le dire. La seconde chose, c'est le rappel vaccinal qui est ouvert pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles. Et on va continuer à l'ouvrir. Le président de la République l'a annoncé. Ça montre aussi que la stratégie qui est celle du gouvernement, du pass sanitaire et de faire des lieux préservés tant que possible de toute forme de contamination, c'était la bonne stratégie. Donc on doit continuer à être vigilant, à appliquer les gestes barrières et encore une fois, allez vous faire vacciner si c'est pas déjà fait. Et éventuellement aller à la vaccination obligatoire ? Aujourd'hui, c'est compliqué à mettre en place, ne serait-ce que d'un point de vue juridique. Il y a aussi une question éthique derrière. Pour autant, on voit qu'avec le pass vaccinal, cette incitation maximale à la vaccination fonctionne. On doit continuer à aller sur cette stratégie-là, je pense. Dans d'autres pays, les Pays-Bas ont rétabli un couvre-feu. Certains magasins ferment à 18h, à 20h. Est-ce qu'il faut qu'on se prépare à ça pour la période des fêtes ? Il faut qu'on fasse tout pour l'éviter. C'est surtout le message qu'on veut faire passer et le sens des contraintes qu'aujourd'hui vivent les Français au quotidien. Tout doit être mis en place pour éviter des couvre-feux et a fortiori un confinement, mais cette crise nous a appris que on ne pouvait jamais dire jamais. Polémique du week-end, Éric Zemmour considère que François Hollande a pris des décisions criminelles en ne fermant pas les frontières en 2015, ce qui aurait permis l'entrée de terroristes au milieu de migrants. Que lui répondez-vous ? Que c'est absolument indigne. Je crois que ce qui a fait notre grandeur et notre force dans cette crise et dans ces attentats qu'on a traversés, c'est notre unité. C'est notre capacité à être d'où qu'on venait, avec la classe politique, avec le milieu associatif, avec les élus locaux, solidaires face au terrorisme et face à l'adversité. Là, il vient fracturer, je crois, ce qui est notre meilleure arme face au terrorisme, et c'est extrêmement dangereux. Justement, cette union nationale, est-ce que le président Macron ne devrait pas parler en solidarité avec François Hollande au nom de la continuité de l'État ? Je pense pas que ce soit nécessaire de prendre la parole. La classe politique, les ministres se sont exprimés là-dessus de façon unanime. Chacun sait très bien ce qu'en pense Emmanuel Macron. Macron est derrière Hollande, évidemment. Je pense qu'on est tous solidaires du président de la République, de celui qui a été le chef de l'État entre 2012 et 2017 et qui a vécu ces terribles attentats. Alors hier, on a assisté aussi à l'évasion ratée d'une islamiste radicalisée française qui avait séjourné en Syrie. Elle a essayé de se sauver de Fresnes. On a l'impression que notre législation est quand même insuffisante face aux radicalisés. On a fait énormément depuis le début du quinquennat là-dessus, par exemple avec ce qui a été mené par Gérald Darmanin sur le séparatisme. Ça veut pas dire que tout est parfait, ça veut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Pour autant, on ferme des lieux de culte qui sont radicalisés, on a dissous des associations comme par exemple Baraka City, et donc on continue à avancer pour protéger les Français là-dessus. Un dossier occupe l'Europe depuis une semaine, c'est la pression migratoire à la frontière de la Pologne, à cause de la Biélorussie. Emmanuel Macron devrait téléphoner à Vladimir Poutine, là, dans les jours qui viennent. Est-ce qu'à votre avis, le président russe est derrière cette manœuvre biélorusse ? En tout cas, il y a aujourd'hui des liens qui sont avérés et qu'on connaît entre monsieur Loukachenko en Biélorussie et Vladimir Poutine. Ce qui se passe là-bas est absolument dramatique. Il y a des milliers de personnes qui sont retenues à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Il fait 0 degré la nuit, il y a eu plusieurs morts déjà, et ils sont utilisés comme de la chair à canon pour faire pression sur l'Europe. L'Europe doit être à la fois extrêmement solidaire et extrêmement ferme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir l'ensemble de ces migrants. Ils sont quelques milliers, on peut peut-être faire une exception. Parce que sinon, on va encore ensuite... finalement, ça va être le chien qui se mord la queue. On peut pas... il y aura un appel d'air, exactement, on en aura d'autres. Il y aura un appel d'air. Donc on doit quand même s'assurer que sur le plan humanitaire, l'Europe intervient et les soutient, parce qu'on ne peut pas laisser les gens mourir de froid, et en même temps avoir une attitude extrêmement ferme, parce qu'on n'a pas vocation à céder au chantage d'un dictateur, puisqu'il faut le rappeler, Loukachenko est un dictateur. Mais est-ce que la Pologne n'en profite pas pour jouer son bras de fer avec Bruxelles en refusant notamment l'intervention de Frontex ? Aujourd'hui, il y a une solidarité qui se met à l'échelle européenne qui est en place et l'Europe parle d'une voix unie. Il y a évidemment des enjeux internes et des enjeux internes avec l'Europe, entre l'Union européenne et la Pologne comme il y en a eu. Mais aujourd'hui, le maître mot, ça doit être la solidarité et la solidarité avec les Polonais, les aider à protéger leurs frontières qui, dans la mesure où on vit dans un espace qui est l'espace Schengen, est en fait aussi indirectement notre frontière. Quitte à faire des murs avec des barbelés, ce qu'on n'a pas envie de voir. Je pense pas que les barbelés soient une solution.
Je pense que la première solution, c'est d'abord la diplomatie, c'est ensuite, encore une fois, la fermeté. Aller mettre des barbelés n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera pas mieux demain. Dans la campagne présidentielle prochaine, il faudra revenir sur tout cela. Est-ce que le durcissement des règles d'accueil des réfugiés politiques, ça sera un sujet présidentiel ? En tout cas, il y a une réflexion à mener à l'échelle de l'Union européenne. Ce sera d'ailleurs un des objectifs de la présidence française de l'Union européenne que prendra le président de la République à partir de mi-janvier. Harmoniser les règles communes, mieux réfléchir à comment est-ce qu'on protège nos frontières extérieures, peut-être renforcer Frontex, ça fait effectivement partie des enjeux qui sont, je dirais, vitales pour que l'Union européenne puisse perdurer et que les gens continuent à croire en l'intérêt de cette union-là. Schengen, c'est obsolète. C'est pas forcément obsolète. Ça peut, par exemple, en revanche, devoir être révisé sur certains points, notamment sur l'accueil migratoire et, encore une fois, sur l'harmonisation de cet accueil-là. Je suis profondément désolé, a déclaré le patron de la COP26, parce que la sortie des énergies fossiles n'a pas été inscrite dans l'accord. Expression remplacée par réduction des énergies fossiles, notamment la demande de la Chine. Cette COP, pour vous, est-elle un échec ou quand même un pas dans le bon sens ? On ne doit pas voir les choses de façon aussi manichéenne. Une COP, c'est d'abord une instance de diplomatie mondiale sur le climat. Et donc la diplomatie, par définition, ça prend du temps. Quand vous regardez, 1990, pour la première fois, le GIEC nous alerte sur le réchauffement climatique. 30 ans après, pour la première fois, dans les accords de la COP26, figurent les mots, noir sur blanc, d'énergie fossile, avec des actions qui sont mises en place très concrètes derrière, par exemple une coalition de 40 pays qui s'engagent à sortir du charbon. Donc non, ça ne sert pas à rien. De même que cet objectif des 1,5 degré de réchauffement climatique maximum, s'il n'y avait pas eu les COP de Copenhague ou de Paris, n'existerait pas. Pour autant, c'est effectivement trop long. Et ça nous rappelle d'ailleurs que la COP, c'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre le réchauffement climatique et que ce qui est fait à l'échelle nationale, ce que mène le gouvernement et Emmanuel Macron depuis 5 ans, ce que font les élus locaux, ce que font les associations, c'est aussi très important et donc c'est cet ensemble-là sur lequel on doit travailler. Par exemple, dans cet ensemble, il y a la relance du nucléaire pour lutter justement contre les énergies carbonées. Est-ce que c'est pas prendre un risque, celui des accidents, celui des déchets, celui du coût ? Le nucléaire, c'est un vrai levier pour aller vers la neutralité carbone en 2050, parce que ça n'émet pas de CO2. C'est aussi un levier de souveraineté industrielle, parce que c'est une technologie qu'on maîtrise et parce qu'on n'a pas envie de dépendre, comme les Allemands ou comme les Belges, du gaz russe. Le PR, on maîtrise pas tellement, on n'arrive pas à le finir. On voit bien que ce gaz qui est importé pour une partie depuis la Russie, ça crée des tensions géopolitiques très importantes. On le voit avec les prix de l'électricité. Et puis derrière, on se rend dépendant de pays qui sont quand même, qui sont des pays qui ne sont pas des pays alliés. Donc le nucléaire est de toute évidence un des leviers avec les énergies renouvelables, c'est aussi générateur d'emplois. Le PR, c'était le premier modèle qu'on a construit. C'est normal que ça prenne plus de temps et je crois que derrière, le renouvellement du parc qu'a annoncé le président de la République est une très bonne chose pour notre indépendance et pour le climat. Hier soir, sur BFM TV, les candidats à l'investiture des Républicains ont tous canardé le président de la République. Ça vous surprend ou vous vous dites, bon, c'est de bonne guerre, c'est une présidentielle ? Je sais pas si c'était un débat pour la primaire des Républicains ou pour l'accession au ministère de l'identité nationale. On a parlé d'immigration pendant 1 heure. On a parlé ensuite de sécurité pendant 1 heure. C'était la course à l'échalote des mesures démago et autoritaires. J'ai pas entendu parler d'écologie. J'ai pas entendu parler de pouvoir d'achat. J'ai très peu entendu parler de travail. Pas parler d'éducation non plus. C'est pas ça qu'on attend d'un chef de l'État. C'est pas d'avoir une vision uniquement centrée et étriquée sur un thème unique. C'est peut-être l'urgence des Français aussi, la sécurité, l'immigration. Ce que je vois, c'est qu'entre la primaire LR de 2016 et celle d'aujourd'hui, on a changé de candidat et on a perdu l'ensemble des idées. Et pourtant, si au second tour Emmanuel Macron est face à un de ses candidats, LR, eh bien, comme toute l'extrême droite va voter pour ce candidat et que la gauche restera à la maison, ça sera une situation dangereuse pour le président sortant. Bon, alors, d'une part, dans les sondages aujourd'hui, ils sont entre 8 et 13%, donc on peut toujours imaginer des scénarios de politique fiction, mais enfin, mais ça va vite les sondages, on l'a vu avec Zemmour-Le Pen. On en est quand même très très loin, et encore une fois, quand j'entends hier n'importe lequel des candidats d'ailleurs, je vais pas les nommer, mais il y a une absence totale d'idées, il y a un vide idéologique dans cette famille politique, et d'ailleurs on voit qu'une partie de ce qui était LR hier, des femmes et des hommes de bonne volonté, ont rejoint le président de la République, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Jean Castex, Édouard Philippe, Franck Riester, il y en a d'autres, et travaillent dans l'intérêt du pays. J'appelle d'ailleurs les candidats, s'ils le souhaitent, à faire de même. Ce serait d'ailleurs bien plus intéressant et bien plus intelligent que d'aller disserter pendant 1h30 sur l'immigration en tenant, pour certains d'entre eux, Éric Ciotti pour ne pas le citer, les mêmes propos qu'Éric Zemmour. Vous pensez que ce camp LR va se fracturer avec une aile droite qui ira vers Zemmour et puis les autres qui vous rejoindront via Édouard
Édouard Philippe et son mouvement, par exemple. Je crois en tout cas que les problématiques partisanes intéressent assez peu les Français, que ce qui compte encore une fois, c'est ce qu'on propose pour le pays, et on n'a toujours pas compris ce que proposaient les candidats LR. Si une partie de cette droite-là a vocation à travailler avec l'extrême droite, eh bien très bien, laissons-les avec l'extrême droite. Moi je pense qu'une partie de l'électorat de la droite française aujourd'hui a vocation à se retrouver dans l'action du président de la République. On voit ce qui est fait sur la sécurité, on voit ce qui est fait sur les impôts, la réforme de la SNCF, la réforme de l'assurance chômage qui est rentrée en vigueur au 1er octobre, ce sont des mesures qui, je crois, parlent à l'électorat de droite. Alors parlons quand même d'un parti, le vôtre. J'apprends dans le journal du dimanche que les porte-paroles, dont vous, vont être coordonnés, réorganisés. J'apprends dans le Parisien qu'il y aura des ambassadeurs de la société civile. Qu'est-ce qui se passe à La République En Marche ? On assume pleinement d'être en campagne. On a aujourd'hui, vous l'avez vu, un président de la République qui n'est pas candidat. On espère évidemment qu'il Personne n'est dupe quand même. On espère évidemment qu'il le sera. Pour moi, sa candidature est à la fois une évidence et une nécessité. Mais enfin, vous me direz, sinon je serais pas là. C'est assez normal. Donc on s'organise avec effectivement une meilleure coordination sur nos prises de parole, avec des personnes qui prennent le leadership sur des thématiques et qui travaillent dessus, qui s'entourent d'experts. Et je crois que c'est tout à fait normal à l'approche d'une présidentielle dans un parti politique où on se veut ouvert et inclusif à la société civile. Vous avez mis sur le terrain un vaste questionnaire auprès des Français. Quand est-ce qu'on aura les résultats ? Pas avant la fin de l'année. Alors c'est marrant parce que moi je me déplace chaque week-end. J'en suis à mon 14e département en 9 semaines. Et donc effectivement, on va à la rencontre des gens sur le porte-à-porte. On va voir les commerçants pour leur demander avec des questions très simples comment ils perçoivent l'action, comment ils perçoivent ce bilan. Ça permet d'une part d'avoir des retours qui sont très intéressants. Ça diffère beaucoup d'un département à un autre. Ils sont sévères ? Je constate une unanimité quand même d'abord sur la gestion de crise. Les gens disent globalement, il a protégé nos emplois, il a protégé nos commerces. Ensuite, il y a des attentes. Il y a des attentes sur la question de santé. On entend parler des déserts médicaux dans certains départements. Je pense au Tarn, je pense par exemple à la Charente. On entend aussi parler évidemment de sécurité. On entend parler de travail. Les restaurateurs, les hôteliers ont du mal à recruter. Voilà. C'est les Français qui vont faire le programme du deuxième quinquennat. En tout cas, ça permet d'alimenter et d'avoir le retour direct du terrain, d'avoir les deux pieds dans le terrain, et puis d'être à l'écoute. Et je pense que c'est absolument nécessaire quand on veut être entendu, d'être d'abord capable d'entendre. Maude Bréjon, merci. Merci à vous. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.